Bon, let's go. Allez. Hello les gars, bienvenue dans les pneus dans le plat, le nouveau podcast Made in Harley Triomphe Limoges. Donc on est concessionnaire Harley et Triomphe à Limoges, the best dealer in France, of course. Je suis accompagné de Cédric El Pipo. Yeah, c'est moi. Qui es-tu, Cédric? Moi je suis vendeur de motos ici chez Harley Limoges. Et puis on va s'amuser tous les quatre. Ouais, et puis il y a mon autre acolyte, Cyril, la star. Salut les gars. Moi je suis vendeur aussi, chanteur à succès, voilà. Ouais, vendeur et artiste. C'est ça. Donc voilà, on bosse tous les trois ensemble, et puis on a eu l'idée de se monter ce petit podcast pour pouvoir passer de l'info à nos clients, à notre communauté et tout, parce qu'il y a plein de trucs à raconter sur ce qu'on fait, sur ce qu'on vit. À fond. Donc l'idée c'est de vous montrer un petit moment un peu à la cool où on papote bécane et puis vous donner de l'info. Et aujourd'hui on a le luxe, le privilège, l'honneur d'avoir monsieur Florent Dory en guest star. Salut les gars, bonjour à tous. Alors Florent, salut Flo. Il bosse chez Harley Davidson France. Tout à fait, j'ai ce plaisir depuis 15 ans, je m'occupe de la relation entre le réseau et la marque depuis 15 ans sur tout le sud-ouest. Donc merci de m'accueillir, c'est très sympa de me faire profiter de ce moment avec vous. Bah ouais, t'es le premier, donc t'es un peu le parrain de l'émission mec. Oh la vache, parrain. Grosse pression. Ouais. Pour l'année, l'année prochaine on va peut-être changer de parrain. Non, parce que j'avais des nièces et des neveux de bonne composition, mais vous par contre, je vous garderai pas si... Ouais, Flo en gros ça fait 15 ans qu'il nous soutient, qu'il nous supporte dans le business, et puis c'est un bon lien entre la marque et nous. Donc on va profiter que Flo soit là pour parler un peu de Harley en ce moment, de ce qui se passe. Avec plaisir. À l'avenir. Donc voilà, Harley comme beaucoup de marques, comme beaucoup de trucs en ce moment, traverse une phase qui est pas évidente. Donc il y a eu sortie de Covid. Donc déjà le Covid, comme tout le monde, nous a foutu dedans. C'est ça. Et puis sortie de Covid, c'était un truc de ouf. Nous la concession, on n'avait jamais vu ça quoi. Ça c'était On était reparti à fond quoi. On vendait des motos, cartonnait, c'était la folie quoi. Ouais, disons que le Covid européen n'a pas été le Covid américain. Il s'est clairement passé plus de problèmes industriels aux États-Unis qu'en Europe. Nous, on dépend beaucoup plus que les autres. Et puis effectivement, on a eu un boom après la réouverture de vos concessions dans toute la France et dans toute l'Europe. Ce qui a fait qu'aux États-Unis, ils n'ont pas pu suivre pour des raisons liées au Covid, liées à l'industrie et liées à d'autres choix que la marque a fait, qu'on évoquera sûrement après. Vous avez porté haut le flambeau de la marque et les clients avaient envie de liberté, et ça prouve que Harley... Ça on l'a vraiment senti, et c'est ça qui est fort, même encore aujourd'hui à la relance de l'activité de saison. Là, on sent que les gens ils ont envie juste de profiter, de kiffer. On a un loisir où les gens, c'est une liberté. C'est ça, on le dit très souvent, la moto, on est protégé, on est tout seul sur sa moto, on a des gants, on a presque un masque en permanence avec le casque. On peut voir les potes, on peut rouler. Exactement. Puis c'est la soupape quoi, et d'autant plus en ce moment quoi. C'est la soupape, et c'est les États-Unis qui en plus génèrent cette liberté et cette envie de grand espace. La marque a cet ADN et on a cette chance-là. Et puis le deux roues motorisé en France, ça a quand même un vrai ressenti en termes de liberté. Et donc il y a plein de segments sur qui en profitent, et Harley en l'occurrence et la moto en général. Ouais. Et donc c'est vrai que sortie de Covid l'an dernier, on s'est retrouvé à prendre des commandes. Et puis on a eu bim, ça s'est arrêté. Ouais, c'est vrai que tu peux expliquer ce qui s'est passé dans la moto. Alors déjà il y a deux choses. Le marché de la moto a effectivement explosé après le Covid en France particulièrement, avec des chiffres qu'on n'avait pas atteints depuis au moins une dizaine d'années. Après, Harley Davidson a eu la chance de suivre cette tendance, mais on s'est aussi trouvé face à une autre situation avec un vrai changement de cap qu'on a tous vécu en Europe par rapport à ce qui se passe pour la marque Harley Davidson. On a eu un changement de directoire. Il faut savoir que c'est une marque américaine cotée en bourse, donc avec beaucoup de process internes sur le rôle de la direction, qui a totalement changé entre 2019 et aujourd'hui. Ouais, new boss, new stratégie, new manière de parler aux gens, recentrage sur ce qu'on aime. Ouais, et le nouveau Big Boss, il a un parcours un peu... Ouais, il a un parcours étonnant. Il vient de l'extérieur. Déjà, il est européen, ce qui est quand même une prouesse pour une marque américaine, de prendre un Allemand. Si un jour on avait dit en 1945 au patron d'Harley Davidson que le futur boss il serait allemand, ça n'aurait pas fait rigoler certains. Ouais. Et donc là, voilà, on se retrouve face à quelqu'un qui veut clairement redorer le blason de la marque au niveau industriel, au niveau économique, au niveau on le sent bien dans les projets qu'il annonce. Forcément, il a dû faire des choix. Et la chance qu'on a en France, c'est qu'il a choisi la France comme marché d'avenir. Donc on subit les changements internes de la marque, les stratégies plus recentrées sur ce qu'on aime et ce qu'on sait faire. Le millésime 2021 en est un bel exemple. Mais en revanche, avec une forme de frustration, parce que même si on a été, entre guillemets, choisi pour exister encore pour Harley,
eh ben, on le vit avec le frein qu'ils vivent, eux, depuis 5 ans en termes de fonctionnement. Nous, on avait des clients qui passaient la porte fréquemment. Aux États-Unis, ça faisait 5 ans que c'était plus compliqué pour plein de raisons, liées à ce pays et liées à la marque. Et là, vous, on vous a un peu frustré, c'est vrai. Bah ouais, et les clients dur aussi. pour tout le monde. Je sais que les vendeurs, ils l'ont forcément bien vendu parce qu'il y avait plein de demandes. C'est ça qui est frustrant, C'était d'avoir l'automne et tout, des demandes et leur dire non, il n'y a plus de moto, c'est fini. Quoi. Alors, ça rentre dans une logique qu'on appelle nous en interne la désirabilité. Alors c'est un mot qui veut tout dire et rien dire à la fois, mais clairement on se rend compte que quand on désire vraiment quelque chose, on est peut-être prêt à l'attendre. C'est une stratégie sur laquelle Harley s'appuie, et ça peut aussi donner de la valeur à la marque, mais aussi au produit. Je pense qu'on l'a tous vécu dernièrement avec les véhicules d'occasion. Vos clients ont des véhicules qui ont quasiment pas perdu de valeur. Vous avez eu du mal à en faire rentrer parce que ils se vendent pas. Il a explosé. Donc voilà, la désirabilité, c'est ça. C'est un concept très éloigné de notre quotidien. Mais il faut reconnaître que ça marche. Moins il y a de produits, et si les produits sont bons, on en veut. On prend l'exemple de ce matin. Oui, ce matin, le coloris, le client le voulait, il est prêt à attendre longtemps pour avoir son coloris parce que ça lui plaît. Des fois, c'est frustrant quand tu commandes une moto neuve, tu peux pas l'avoir tout de suite, mais par contre, quand tu veux la revendre, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup sur le marché et que tu la rends par rapport à une moto japonaise où 30% de plus. C'est ça. Ça vaut vraiment le coup. Je pense au-delà même de savoir si c'est une moto européenne, japonaise, c'est juste effectivement la demande qui fait le prix. Et comme il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, on a la chance aujourd'hui, nous, de maintenir ça. Une cote qui était déjà assez élevée. Il faut reconnaître qu'on a eu la chance d'avoir des motos qui gardaient la cote longtemps, grâce à vos manières, vous, de travailler par rapport aux garanties. Ouais, c'est vrai que le marché de l'occasion, il se porte bien depuis longtemps. Quoi. Donc là, on le voit c'est là, une chance. Quoi. Sur les sporteurs, c'est l'engouement qu'il y a sur les sporteurs en ce moment, c'est assez fou. Sporteur, c'est une frustration de plus qu'on vit à cause de l'arrêt de cette marque, de ce produit avec cause des normes Euro 5. C'était quelque chose qui avait été anticipé, mais encore une fois avec une visibilité américaine. Là-bas, les normes environnementales, on va pas se mentir, ils en sont pas Euro 5. Ils en sont pas au même point. Ils ont la Californie et RED, mais le reste des US. Donc forcément, le sporteur continue aux États-Unis encore pendant au moins un an. Encore un an, c'est ce qu'on a vu. Malheureusement, on peut plus le commercialiser pour des problèmes d'environnement et de normes européennes. Ça, par exemple, ça a été une vraie frustration. Pour vous, bien entendu. Mais après c'est dingue. Enfin, pour revenir à l'occasion, là, c'est clair que le marché du Sportster, la courbe, elle a grimpé d'un coup. Et même nous, qui sommes habitués, au quotidien, à ces cotes assez hautes sur l'occasion, on a halluciné des tarifs, quoi. Et les mecs les vendent à ce prix-là parce qu'en fait il y en a plus, et c'est fou, quoi. Et il y a des gens qui les achètent parce qu'ils le veulent, ils savent que c'est le dernier. Donc c'est pour ça que l'arrêt du sport, c'est difficile parce que nous, depuis qu'on est conscient, on vend du Sporter et forcément on est attaché. Ça représente un segment. Par contre, pour les fans de Sporter, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce que ce qu'on voit aujourd'hui, qui gardent leur bécane, qui continuent à les préparer. Il y en a beaucoup à vendre et d'autres qui les gardent. C'est clair. Ça évolue. Tout ça explique un peu. Alors les gens, faut tout le monde va voir un peu que les résultats d'IMAT et de volume de Harley, en 2020, ça a été un peu la cata, quoi. Disons que ça a été plus la cata que les autres, puisqu'effectivement, il y a eu cet envol du marché et que nous, on a effectivement régressé, on a arrêté d'immatriculer parce que vous aviez plus de produits et parce qu'on en a plus produit. Alors, il faut aussi reconnaître que les usines se sont vraiment arrêtées. Ça, c'est pas un fantasme. Il y a plus de moto qui est sortie d'usine. Pendant un certain temps, les usines étaient closes. Terminé, le Covid, les fournisseurs étaient portes fermées, et pendant le temps que ça se remette en marche, c'est ce qui rend aussi plus compliqué la situation actuelle, c'est qu'il a fallu remettre en marche tout l'appareil de production, avec des objectifs encore importants de volume cette année, mais encore une fois, la machine, elle a ralenti, et c'est un gros paquebot, l'industrie, et là, elle est en train de repartir, et là, l'inertie va s'accélérer. Mais nous, ce qu'on a senti en concession, les gens imaginent ce qu'on voit aujourd'hui sur les commentaires et tout, Harley s'effondre, mais non, pas du tout. Enfin, nous, on voit que les gens, ils veulent acheter des bécanes. Ça, c'est toujours le truc qu'on entend, ça s'effondre, et non, c'est pas du tout le ressenti qu'on a en concession. Il y a un super engouement pour la marque, et c'est juste que là, qu'il n'y avait pas de moto. On était un peu au creux de la vague et c'était difficile. Disons qu'effectivement, quand on regarde juste les volumes, on peut pas dire le contraire. Effectivement, on vend moins de Harley Davidson que les autres années. Maintenant, on a aussi une partie de la marque de la gamme qui s'est réduite. Donc pas mathématiquement parlant, oui, cette marque-là, elle va perdre 30% de ses volumes avec l'absence de sports. Mais l'avenir nous dira si on arrive à remplacer ces motos par d'autres. Et normalement... Bon, l'avenir. Vas-y, on parle de l'avenir. L'avenir, c'est le secret, voilà. Déjà, il y a la gamme 2021 là, qui est sortie. Voilà. Franchement,
L'accueil des gars. Ouais, franchement c'est bien accueilli, les couleurs plaisent beaucoup, l'évolution les du couleurs street étaient bob folles, elle plaît à fond. On pensait pas qu'il y aurait d'ailleurs sur le street bob autant d'engouement sur cette moto, puisqu'en fait elle ressemble énormément à la précédente, mais nouvelle déco, nouveau moteur, bim, en fait des fois il suffit de pas grand chose, et là ça a été fait simplement mais efficacement. Cette moto on l'a découvert très tardivement dans sa version finale, on a eu plein de protos avec des couleurs différentes, on n'était pas forcément fan, et puis quand on l'a vu arriver en vrai on a dit mais waouh, c'est ça qu'il nous faut quoi. Ouais, mais c'est ça la force de Harley aussi, c'est de pouvoir sortir des nouveautés sur des bases existantes mais qui suscitent de l'intérêt. Enfin, ils ont toujours eu cette force-là. Souviens-toi de l'histoire de l'Iron. L'Iron, quand il est sorti, c'était un 883 standard, noir mat. On en a juste vendu 4 fois plus, voire 10 fois plus que le standard. C'est clair. C'est plein de petits détails qui font que il y a de l'engouement des clients, il y a aussi un bel engouement des équipes qui y croient, parce que c'est comme ça la clé. Ah oui. C'est que si on vend autant de motos, c'est parce que les produits sont bons, mais parce que vous êtes là pour les vendre aussi. Donc c'est gagnant-gagnant. Et puis sur le street bob, oui, bien entendu, c'est un fer de lance. Donc, bien entendu qu'on est content que ça continue. Ouais. Mais il y a toute la gamme Softail qui est toujours là. On a effectivement plein de beaux coloris qui sont disponibles, même si les délais sont un peu longs. Il y a un vrai engouement. Et ça prouve que l'ADN de la marque marche encore. Et on a encore beaucoup de gens à conquérir avec ça, qui viennent d'une autre marque ou qui reviennent à la moto. Même si la gamme, faut reconnaître, la gamme A2 a été réduite comme peau de chagrin cette année. Elle a pris un grand coup de massue cette année, la gamme A2. Merci les gars. Franchement, ils sont sympas les gars. Salut, j'ai 60 ans, je voudrais un Softail héritage. Eh ben non. C'est la qualité. On vous l'a souvent dit les gars, je pense. La taille de la gamme A2 est pas très très valorisante. En revanche, on a quand même des best-sellers. Je veux dire, le Sportglide, ça reste le Softail le plus vendu. Oui. Et c'est un 107 et il est bridable. Alors, est-ce que c'est la cause ou la... Tiens, d'ailleurs, question technique, pourquoi le Softail Héritage 107 n'est pas bridable ? Alors l'Héritage 107, c'est une sorte de frustration collective chez nous, et chez vous aussi. C'est juste que tout simplement, cette moto a été d'abord produite pour les US. On ne l'avait pas chez nous, en chrome. Et puis je pense que très clairement, elle est passée à côté, une case. Ouais, elle a passé à côté du processus de homologation. Elle est arrivée, le retour de l'héritage chromé. Il faut quand même savoir que le permis A2, c'est la France et la France. Donc... vu des États-Unis, qui sommes sujets à ce genre de truc, il faut aussi avoir conscience de ça, c'est que la France, c'est le max qu'on ait fait, c'est 8000, 9000 motos. 9000 motos en 2019. Harley immatriculées, c'est le plus gros volume qu'on ait fait. Harley dans le monde, c'est 180 000, 200 000 motos. Voilà, donc il faut aussi avoir conscience du petit marché à deux que représente la France pour Harley Davidson, forcément. Alors ils sont à l'écoute, mais et sur les 9000 motos, le marché à deux, c'est même pas 1500, 1800 motos. Donc c'est très important à votre échelle. C'est toujours bien de remettre les choses sporteurs là-dedans. Et il y avait les sporteurs en plus dedans. Ouais, puis en plus, avec le problème qui est encore une fois lié à la France, c'est qu'aujourd'hui le permis c'est A2. Dans 2 ans, ce sera comment ? Parce que ça évolue tellement souvent chez nous que en miser 6 ans, sur l'avenir avec des moteurs fois. bridables et tout, alors qu'on peut changer de législation là-dessus, c'est... Et puis, on a aussi la chance avec nos moteurs A2, c'est qu'on peut soit les mettre en full, soit les mettre en A2. Il y a aussi des marques qui ont fait le choix d'avoir des modèles uniquement A2. Ouais. C'est aussi plus compliqué au niveau industriel. Voilà. On n'a pas cette flexibilité-là. Mais en revanche, on a des modèles A2 qui, heureusement, se vendent. Et puis surtout, le Sportglide, ça reste un succès. Heureusement, c'est un Sportglide qui est bridable. Parce que... C'est qu'aujourd'hui, notre problématique, c'est de trouver des motos. On a les clients, ça déroule et toute la gamme se vend. Il n'y a pas de modèle qui est difficile à sortir. C'est du bonheur comme marque à bosser, quoi. C'est super sympa. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, la frustration, c'est qu'on n'a pas assez de motos pour tout le monde. En fait, t'as employé le bon mot, c'est la frustration. C'est la frustration pour nous, pour les clients, même pour Harley France, j'imagine. Si vous pouviez faire des motos, vous les referiez. Ça fait 15 ans que la filiale progresse avec des hauts et des bas liés à la crise en 2008, mais clairement, nous, on est sur une vague grâce à vous et grâce aux produits et grâce aux clients, on monte. Là, on s'est vu un peu freiner. Nous, on a eu la chance d'avoir l'explication en interne. Et on est rassuré pour l'avenir parce qu'on sait que ça va permettre à cette marque de continuer à exister et à continuer à investir dans des segments où on est bon et où on sait faire et aller dans d'autres, on en parlera après. Mais en revanche, c'est d'une frustration absolue. Et puis les résultats, souvent on analyse des résultats internationaux de Harley qui, avec la situation aux États-Unis qui est difficile parce que le marché du deux roues est complètement en train de s'effondrer, donc Harley suit cette mouvance. À chaque fois, les analyses de la presse française ou sur le réseau, les gens disent se casse la gueule. C'est sûr que nous, c'est pas du tout notre cas en France, quoi. Quand nous, le marché, on a ouvert il y a 15 ans, depuis quand 15 le marché ans, de la moto, puis nous au quotidien, on se sent pas du tout en péril, quoi. Ça cartonne, les gens ils sont là.
Il y a qu'à voir le samedi le nombre de pétaros qu'on a sur le parking, c'est génial. Les clients ils suivent la marque à fond, c'est du bonheur quoi. C'est sûr que quand tu fais 50% de part de marché sur un marché de moto comme aux États-Unis, quand le marché de la moto baisse, tu prends plein fouet. Alors ils baissent parce que leur clientèle vieillit. C'est que les jeunes américains roulent pas en bécane. Enfin pour être allés souvent aux US grâce à notre métier, des jeunes en bécane on les voit pas. Ils font du cross, exactement. Ils font de l'off-road, ils font de la moto loisir, mais pas sur les routes. C'est pas un moyen de locomotion pour les jeunes. Donc c'est vrai qu'Harley a cette problématique en interne d'essayer de charmer d'autres clients, d'aller vers d'autres marchés où on n'est pas. Et c'est vrai qu'on n'a pas nous cette problématique en Europe parce qu'on a encore on peut gagner de la part de marché sur d'autres marques qu'on a. Disons que la moto en Europe a toujours été un moyen de locomotion, pas qu'un moyen de se faire plaisir. Voilà. Les espaces aussi sont aussi plus réduits en Europe. Pourquoi il y a plus de virages chez nous que chez eux? Parce que les motos européennes tournaient mieux avant que les Harley. Il y avait des raisons. Le mec à Los Angeles qui a un VR6 pour aller au boulot, ça ne se fait pas quoi. Non. Il a son pick-up où il a son. Voilà. C'est clair. Il a la place. Il a la place de se garer. On n'a pas les mêmes problématiques. Il faut la clim à fond. Voilà. Des jambes de 30 pouces et c'est ça. Des suspensions pneumatiques. La voiture qui saute comme ça. À la base, C'est ça. Donc du coup, à venir Harley quoi. Harley réfléchit, Harley se restructure et Pan America. Pan America, ça c'est de l'avenir. Là clairement. Pan America, on est tous hyper excités. C'est clair, une nouveauté comme ça. On est à la fois dans un mélange de l'ADN de la marque, aller conquérir des nouvelles personnes qui vont venir découvrir la marque, le réseau et une moto qui a l'air sur le papier pour l'instant juste extraordinaire. On est tous très 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 excités. On va devoir attendre juin pour les livrer, ça par contre c'est une autre frustration. L'excitation. C'est la désirabilité. Désirabilité. C'est ça. Non mais voilà. Mais on sent même nous conscients, on sent chez Harley France, il y a une grosse excitation. Une grosse excitation, elle a été présentée le 22 février pour le monde. On va commencer à avoir des essais dans la presse internationale fin mars, presse française fin avril. On va la faire essayer aux deux Osios fin avril, espérons qu'ils la casseront pas. On va essayer de pas la casser. Voilà. Et puis surtout on va essayer de toucher la concurrence parce que c'est hyper important pour. Je pourrais avoir l'amortisseur pour moi. Oui, on est. Alors, en fait, on peut pas le dire, mais on l'a fait pour toi ça. Merci. Voilà. On met des jantes de 15 pouces. Voilà. Et des nitrous. Ils ont développé une suspension spéciale El Pipo. Voilà. La suspension qui monte et qui descend à l'arrêt, spéciale El Pipo. C'est le petit côté chicanos du Pan American. Je suis désolé, je suis tout en tronc. J'ai pas de jambes. Tu penseras en parler sur ton blog. Ouais. Parce que maintenant que t'es sur les réseaux, suivez El Pipo sur Instagram, vous allez voir. Le blog est cool. On va essayer de s'en sortir avec ça. On va faire quelque chose de bien. Tu pourras en parler fin avril quand tu auras essayé la moto et la concurrence pour justement pouvoir échelonner les performances de cette machine qui a l'air sur le papier pour l'instant. Et ça, pour le coup, c'est bien de pouvoir essayer la concurrence. Ouais, c'est très important parce que. On va pas faire un truc au sein de nous où on essaye que la Pan American, on aura la concurrence. Donc, surtout que sur le papier, la moto, on est carrément concurrentiel. Tout à fait. Fiche tech, il y a tout. Prix, on est largement dedans, voire forcément il y a des références qui se permettent d'être un peu plus chères parce que c'est les références. Mais on va être équipé pareil. On n'aura pas à rougir face à un Ducati V4 Multistrada. Non, c'est clair. Quand on regarde les capacités en puissance des autres, les suspensions, tous les standards liés à ce segment-là, toutes les cases sont cochées quoi. Là c'est. Bon, je me suis un peu emballé avec la V4. Elle sera beaucoup plus puissante. Ouais, je me disais ça aussi. Il y va pas mal quand même. Chaque trail, alors forcément, c'est le Graal, c'est le GS, parce qu'ils ont créé le marché. Les chiffres sont là. Ils se sont battus pendant 40 ans pour développer ce marché, personne n'y croyait au début. Voilà, c'est tout le monde leur court après, c'est normal, quoi. C'est l'outil à aller chercher. Mais après, voilà, l'ambition de la marque n'est pas de remplacer la GS, loin de là. On espère vendre entre 800 et 900 motos cette année. C'est une alternative, tout à fait. On va se retrouver face à des Africa Twin, face à des KTM 1290. Et on n'a pas à rougir face à ces machines-là. Et on n'a pas à rougir face à ces machines-là. On a une moto qui a été vraiment développée en termes d'image, mais je pense aussi en termes de performance sur le off-road, parce que l'aventure à l'américaine, c'est le désert, c'est le Grand Canyon, et nous en Europe, on a de très belles routes. Et on a des clients, on voit bien que les clients GS et de ce trail, surtout dans vos belles régions, dans le Limousin, vont en dehors des routes. Donc on espère qu'on va pouvoir attirer un petit peu ces gens-là avec cet ADN. On rappelle que t'es de Bordeaux, c'est vrai que pour aller sur le bassin. Nous sur Bordeaux, c'est plutôt le Cap Ferré, des petits mouchoirs, etc. Okay, d'accord. Ouais. Non, mais en revanche, tu parles d'ADN là. On en parle souvent justement du design de cette moto là.
Et c'est malin d'avoir travaillé un design justement sans aller copier ce qui se fait dans le marché, parce qu'elles se ressemblent toutes plus ou moins. Il n'y avait pas le bec de canard, les trucs comme ça. Et ouais, effectivement, d'avoir pris le choix de faire un design propre à la marque. Le design, il a été déjà expurgé de notre gamme, c'est-à-dire que ce phare à l'avant, on l'a déjà vu sur le Fat Bob, mais on a voulu avoir un design lié à la culture du SUV américain, très carré, comment l'Amérique a traité l'aventure. Voilà. C'est vraiment la moto à l'américaine, typée pour l'aventure et pour le off-road. Elle a ce côté surprenant comme un Hummer. Comme un Jeep, c'est clair. Le Bronco, tout c'est tout. Exactement. Dès que les États-Unis ont traité l'aventure, c'est toujours avec des lignes comme ça. Et très j'ai carré, une interview d'un designer américain qui expliquait que justement ils avaient regardé dans l'histoire des États-Unis comment ils traitaient l'aventure. C'est pour ça qu'ils sont partis sur ce genre de design. Donc c'est vrai qu'on arrive à comprendre ce design qui des fois peut surprendre, surtout dans le chez nous. Il a beaucoup surpris au début. Et puis c'est vrai que maintenant, à force, quand elle a tourné dans vos concessions, à force de voir les vidéos et ce genre de choses, on s'y fait bien entendu. Elle est très spécifique en termes de design de la face avant, mais on va la voir de profil. Certains, on va dire. Moi j'adore la gueule. Il y a plein de nos concurrents qui l'avaient roulé derrière. Vous avez vu comme elle marche. Je pense qu'on la verra surtout derrière. Il faut être un petit peu quand même ambitieux, sans être arrogant, mais ça dépendra du pilote. C'est ça. On verra. Non, mais on verra. Non, c'est vraiment une moto qui est très très excitante et puis surtout c'est un gros challenge pour nous. Arriver sur un segment très porteur comme l'Adventure Touring, on peut pas se rater, on n'a pas envie de se rater. Et puis le number one, on veut le porter haut les couleurs. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai qu'en plus, c'est d'autant plus un challenge que notre marque qui fait que du custom depuis toujours, arriver à choper un nouveau marché tout en continuant de considérer nos clients historiques et sans les faire fuir ni leur faire peur. C'est un challenge. C'est un challenge, mais dans la vidéo après, elle est bien accueillie, quoi. Dans la vidéo de lancement, on a volontairement appuyé sur le fait que il y a très très longtemps aux États-Unis, il n'y avait pas de route. Donc les premières Harley, elles ne roulaient pas sur la route. Alors ça nous fait sourire parce que nous, avec l'Europe, l'Adventure Touring, c'est le Dakar, c'est les XT, c'est ce genre de choses. Mais aux États-Unis, les mecs, ils ont commencé à faire de la moto en 1940, c'était de la terre partout, quoi. Mais donc, tu vas sur les forums américains, les Facebook quelqu'un, la moto elle est super bien accueillie. Il y a qu'en Europe où il y a cette espèce de c'est très français. Puis c'est très français, chaque marque a son étiquette, faut pas sortir des lignes. C'est clair. Mais on le voit, des fois moi je m'amuse à regarder un peu sur les réseaux, c'est clair que tu regardes la nouvelle, le nouveau Roadster de chez Ducat, les mecs qui la descendent. Mais c'est pareil, c'est toujours en fait. Parce que c'est une japonaise. Je pense que c'est un truc des réseaux en fait de descendre quelque chose, c'est tout quoi. Je pense que les puristes, quelles que soient les marques, c'est des marques comme ça, comme Ducati, comme Triumph, comme Honda, qui ont un ADN très fort. Forcément, quand tu changes quelque chose dans cet ADN, où tu as l'impression de le changer, les clients, si tu leur expliques pas. Et au début, quand la Pan-Américaine est arrivée, on a présenté les premiers modèles sans parler de ce design à l'américaine. Forcément, les gens, ils ont pas compris. C'est pas possible. Mais autant je peux comprendre un mec qui est client chez Harley depuis 20 ans, 30 ans, il nous a soutenus, il nous a suivis, il a porté la marque et tout. Et puis c'est vrai que forcément, c'est pas son délire s'il est resté chez Harley pendant 30 ans. Donc nous voir aller là-dedans, faut comprendre que lui, il dit merde, qu'est-ce qu'ils font, putain, où ils vont, c'est pas mon truc. Mon pote qui a un GS qui se fout de ma gueule depuis 10 ans, aujourd'hui je suis obligé de lui dire que c'est bien. C'est normal, tu vois. C'est clair. Mais ça, ce qui est bizarre aujourd'hui sur les réseaux, c'est les mecs qui de toute façon n'aiment pas la marque et qui continuent à pas l'aimer, même qu'on fasse quoi que ce soit. C'est un peu frustrant, quoi. Si t'aimes pas la marque, t'aimes pas la marque. C'est ça. On est en train de découvrir de plus en plus de gens qui roulent en Harley, des clients. Qui disent au fait, j'ai oublié de vous dire, mais ça fait 3 ans que j'ai une GS pour aller bosser tous les jours. Je suis bien content que vous ayez un trail. Ah bon, t'as une GS ? La moto est pas là, on a vendu 2 Panamérica. Oui. C'est les mecs, ils ont quoi comme bécane avant ? Un Yamaha MT-09 Tracer. Sur la première, il a changé pour un Fat Bob. Et du coup, là, il passe sur. Il revient sur l'amour. Il a eu un début. Fat Bob et il passe d'un Panamérica. Et moi, celle que j'ai vendu, le mec, il a un Electra CVO qui garde et il prend un Panamérica en plus pour le côté. Le côté on a des clients qui peuvent être motivés. Ouais, c'est clair. La chance qu'on a dans le monde de la moto, c'est qu'on a tellement de segments et tellement d'utilisation, on peut avoir 5 ou 6 motos dans le garage et une par usage. C'est tout le plaisir de la bécane. T'as des jouets extraordinaires à des budgets qui peuvent paraître, mais à 20, entre 15 et 20 000 balles, t'as des jouets de ouf. T'es un mec qui est passionné de bagnole. C'est génial la bagnole. Mais ça prend plus de place et ça coûte plus cher. Si tu veux un jouet un peu qui sort du commun, c'est clair que. Et c'est vrai que la moto, tu peux passer d'une Panigale à une Electra à un gros GS et tu te fais plaisir avec des jouets le top du top, quoi. Et c'est top, quoi. C'est génial. Et là avec Panamérica, en plus on arrive à te proposer un tarif accessible. Alors on est à moins de 16 000 €.
commencer à se dire sur la version on de pourra base. plus nous dire que les Harley 000, sont chers par rapport à la concurrence, c'est pas vrai. Ah non, mais c'est vrai que c'est placé. Bon, et la suite. Allez, la suite, balance les neufs. Les Sportsters. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La suite, j'ai pas le droit d'en parler. Allez, ferme la clé, Tu confesses le rideau, on était Moi, ce que je vous propose, c'est d'être attentif, d'aller regarder toutes nos belles vidéos qu'on vous a montrées là en janvier et dernièrement, et la suite, elle est dedans. Tu le sais. Bien sûr, je le sais. Quand même, heureusement que je le sais. C'est Revival. C'est l'anglais. C'est vrai ça. Tu verras maintenant que t'es sur les réseaux, faut parler avec l'accent anglais. Non, mais voilà, il y a encore. La marque a pas abandonné l'idée de sortir des nouveautés en permanence en gardant l'ADN, mais en revanche, effectivement, notre nouvelle direction est encore plus ancrée dans le secret, mais avec cette petite envie de nous surprendre, nous, hein, parce que sur la vidéo de la dans la dernière vidéo de la Panamérica, le 1250 custom, là, moi je l'avais déjà vu, mais en aucun moment je me suis dit, on va le présenter là. On n'a pas le droit d'en parler, ce qui est normal. Et là, elle a l'air aboutie, elle a l'air prête la meule. Ah, mais c'est sur la vidéo qu'ils ont mis là, il y a les clignotants. Elle a l'air bien aboutie, elle est prête à arriver en Europe, elle est prête à arriver aux États-Unis, et maintenant on attend de savoir quand. Mais celle-là aussi, on espère qu'elle va faire mal. Mais on va d'abord se concentrer sur Panamérica. Et puis il faut aussi dire aux gens que voilà, il y a des projets Panamérica, le custom qu'on a vu là un peu ouf, mais la marque est loin de vouloir négliger ou abandonner sa partie custom classique. Mais c'est clair, c'est notre ADN et le custom ça reste. La raison pour laquelle on décide d'élargir nos univers avec Panamérica, c'est aussi pour se recentrer et être encore plus fort sur le custom. Voilà. On a des marques qui s'y essayent, qui viennent sur cet univers. Nous, on s'essaye sur l'Adventure Touring. On a des marques concurrentes américaines qui sont là aussi, qui font du bon travail et on doit faire attention à eux. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'est renouvelé avec le Softail il y a 3 ans, avec le succès qu'on connaît. Là, il faut qu'on renouvelle l'avenir. Peut-être même, j'irai plus loin, que Panamérica va nous permettre de continuer à avoir des belles motos chromées. Mais c'est sûr. C'est sûr. Parce que si elle marche, ça va générer du trafic, de l'oseille, et que ça va permettre de continuer de développer des marchés. Mais c'est exactement l'objectif, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Donc on avance. Cool. C'est cool. C'est top ça. Bon, merci pour ce moment, les gars. Merci à vous de m'avoir invité. C'était cool. Merci Florent pour ta venue. C'était un plaisir. Et puis suivez-nous, les pneus dans le plat, on va essayer de faire ça régulièrement. On met les pneus dans le plat, on avance. Donc voilà, l'idée c'est de vous proposer un petit moment comme ça, un peu à la cool, où on papote. Il y aura des invités d'autres marques, ou éventuellement un autre carrossier, un vendeur d'accessoires, enfin là, qu'on puisse vous présenter les gens avec qui on bosse. Et puis faire ça un peu de façon régulière, donc avec mes acolytes. On va vous faire ça. Alcoolique, Pipo. Alcoolique. Non, ça c'est le soir. Ça c'est plus tard. C'est après 18h ça. Allez, on retourne dans des motos, les gars, c'est reparti. Cool. Merci beaucoup. Allez, salut. Ciao.